Même s'il n'est pas répertorié en tant que parc national, Monument Valley, comme son nom l'indique, a été décrété monument national en 1958. Ce désert d'altitude de 120 km² est administré par les Indiens Navajo qui le nomment la vallée des Rocs. Situé à la frontière entre l'Utah et l'Arizona, c'est un site naturel remarquable par ses formations géomorphologiques qui peuvent dépasser les 500 mètres de hauteur. Du plateau érodé, il ne subsiste aujourd'hui que des buttes témoins composées de schiste, de grès et de limon stratifiés et dont les couleurs vives proviennent de l'oxyde de fer et de manganèse qu'elles contiennent. Monument Valley offre un panorama de renommée mondiale, surtout avec sa célèbre paire de mitaines complétée par la butte Merrick. Les deux premiers blocs affichent donc des silhouettes de mains avec les pouces apparents. Elles sont composées de 3 couches de roches principales. En bas, le schiste, surmonté du grès. Et en haut, la dernière couche sédimentaire qui se détruit et s'effondre au fil du temps. Les mitaines, accompagnées par la butte Merrick, forment un triangle qui est un des panoramas les plus célèbres du monde. Si dans ce désert l'homme a vu, ou cru voir ou reconnaître des formes évidentes, d'autres le sont moins. On a alors recours à l'imaginaire pour les apprécier. Comme ici le rocher de l'éléphant qui, suivant certaines heures du jour, détache sa silhouette avec plus ou moins de lisibilité. Là, ce sont 3 pics qui ont été appelés les 3 sœurs. Ces 3 aiguilles étaient à l'origine reliées au massif voisin. Mais l'érosion a sapé les roches les plus friables et a isolé les 3 sœurs du bloc principal. Dans le parc, on trouve des habitations indiennes que l'on peut visiter. Elles nous rappellent que nous sommes ici en territoire Navajo. Aujourd'hui, 250 000 de leurs descendants vivent encore ici, tout autour du désert. Ce sont eux qui ont nommé certains rochers dont la forme représente un animal, une personne, ou symbolise leur histoire. Monument Valley fut popularisé par l'âge d'or des westerns américains. Le réalisateur John Ford en fit son décor préféré et y tourna 10 westerns notoires, dont la très célèbre Chevauchée fantastique en 1939, avec un jeune acteur dénommé John Wayne. La liste des films et des publicités tournés ici depuis est réellement interminable. On comprend que les amateurs d'images soient envoûtés par ce désert rouge d'où surgissent ces silhouettes qui jouent avec la lumière. Les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé la terre durant les 50 derniers millions d'années, en coupant, en arrachant ou en usant la surface du plateau. L'alternance des roches tendres et des roches dures a révélé lentement les merveilles naturelles qui se dressent aujourd'hui dans toute leur fierté. Ces chefs-d'œuvre de grès se dressent en général à une hauteur comprise entre 100 et 300 mètres.
Et il se découpe sur un ciel bleu sans cesse parsemé des nuages blancs dont les ombres errent tranquillement sur les formes du désert. Le site sacré des totems affiche une découpe insolente qui s'élève à plus de 130 mètres. Artist Point est sans aucun doute l'un des plus beaux points de vue du parc. Peu connu, ce point de vue permet d'avoir devant soi toute une étendue désertique avec, en deuxième plan, les monolithes de Monument Valley. Au coucher du soleil, le paysage impose non seulement par sa beauté, mais aussi par sa taille. Les pinacles fragiles de roche sont entourés de plateaux que l'on appelle ici des messas et de buttes. Le sable est parsemé d'herbes rares et d'arbustes, et le tout se combine harmonieusement pour rendre Monument Valley inoubliable. Le château royal de Fontainebleau est un château de style principalement Renaissance et classique, situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, en France. Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la construction et l'histoire de ce château, qui est aussi un témoin des différentes phases de l'histoire de France, et ce, depuis le Moyen-Âge. Au lieu de l'histoire de France, donc, depuis Saint-Louis et jusqu'à Napoléon III, sous François Ier, le château de Fontainebleau témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française, exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Cette spécificité s'explique par la volonté de ce roi de créer à Fontainebleau une nouvelle Rome, dans laquelle les artistes italiens vont venir exprimer leur talent et influencer l'art français. Le premier grand chantier après la Porte Dorée, entrepris par François Ier, consiste à réunir le château médiéval à l'église en reconstruction. Cette chapelle verra plus tard se dérouler le mariage de Louis XV ou le baptême de Napoléon III. François Ier est très pieux, mais afin de sortir à couvert tous les matins pour aller à la messe, du château à la chapelle, il décide de faire construire une galerie, la Grande Galerie François Ier. Mesurant environ 60 mètres de long pour 6 de large, elle constituait autrefois un pont couvert jouissant d'ouverture des deux côtés. Durant cette époque faste, la cour était invitée à des bals masqués extravagants. Lors des fêtes, une table d'honneur était dressée sur des tréteaux près de la grande cheminée. Et une fois le banquet terminé, on enlevait les tables pour danser. Cette idée folle, inspirée des Italiens, démontre bien la fin grandiose du règne de François Ier. Plus tard, Henri IV agrandit la demeure de plusieurs ailes. Il vient jouer à la paume dans une salle spécialement aménagée, fait aménager la cour des offices et redresser la cour ovale, alors assez irrégulière.
Le palais peut désormais accueillir près de 1000 personnes et pour le faste, Henri IV entreprend la construction de la porte du baptistère. À cette époque, une nouvelle génération d'artistes français et flamands décore l'intérieur du château. C'est la seconde école de Fontainebleau après la première du temps de François Ier, rassemblant cette fois des artistes issus plutôt de milieux parisiens. Longue de 80 mètres et large d'environ 10 mètres, la galerie de Diane a été décorée de scènes illustrant le mythe de Diane et celui d'Apollon. Anne d'Autriche, l'épouse du roi Louis XIII, prend à sa charge la décoration du château et s'attache à rendre les appartements plus cosy et chaleureux. Plus tard, Louis XV, qui se marie au château le 5 septembre 1725, y fait aménager une salle de spectacle qui, hélas, a disparu. Avec Louis XVI, il ne séjourne pas souvent au château, mais reste plus ou moins fidèle à la tradition d'un séjour annuel, faisant de Fontainebleau une sorte de confortable palais d'automne. Napoléon Ier fait donc revivre Fontainebleau à partir de 1804. Il le fait meubler en style néoclassique et y tient sa cour car le château est bien sûr un lieu de décision politique. L'heure est donc à la gloire des batailles, des traités et des conquêtes, et les heures de l'Ancien Régime conviennent tout à fait au monarque. L'empereur français aimait cette résidence, et il eut une telle présence dans le château qu'un musée ouvert depuis 1986 lui est consacré et occupe près de 15 salles de l'aile Louis XV. Il retrace la vie de l'empereur à travers une série de portraits, dont notamment le Napoléon Ier en costume de sacre, peint par François Gérard et datant de 1805. La chambre de Napoléon, elle, a gardé l'essentiel de son décor Louis XVI, cheminée, boiserie ou décor des dessus de porte. Le décor fut enrichi pour l'empereur de victoire, d'abeilles et du chiffre impérial. Meublé dans le style empire, avec notamment le lit créé par Jean-Baptiste Rode. La pendule italienne à 10 cadrans installée dans l'antichambre indique, outre l'heure, les jours de la semaine et leurs signes. Le quantième, le mois, les phases de la lune et du soleil, mais aussi les équinoxes, les années bissextiles et les signes du zodiaque. Mais la fin du règne approche à grands pas. Et c'est ici, à Fontainebleau, sur cette table, que l'empereur va signer son acte d'abdication le 6 avril 1814. Du haut des escaliers, il prononce alors un discours resté fameux à sa garde de grognards, rassemblés dans la cour, appelée depuis la cour des adieux. Mais Napoléon est maintenant mort en exil et à Paris, après plusieurs péripéties politiques, c'est la Restauration. Le retour de la royauté en 1830. Au pouvoir, Louis-Philippe, qui sera le dernier roi de France, entreprend à Fontainebleau des travaux de restauration afin de perpétuer la tradition. Fontainebleau ne serait pas un château sans son vaste parc de 115 hectares composé de différents espaces. Le jardin de Diane, au nord du château, élevé par Catherine de Médicis, doit son nom à sa fontaine, réalisée en 1684. Le parterre, ou grand jardin, ou encore jardin du roi, a été créé sous François Ier et retracé sous Henri IV, puis redessiné enfin par André Le Nôtre au XVIIe siècle.
Véritable musée et gardien de l'histoire, le château de Fontainebleau est bien la maison des siècles, surnommée ainsi par Napoléon Ier, évoquant par là les souvenirs historiques qui imprègnent ces lieux. La cité royale d'Angkor-Thom a la forme d'un carré d'environ 3 km de côté, entouré d'un rempart haut de 8 mètres. Au milieu de chacun des 4 murs de l'enceinte se trouve une porte monumentale ornée des immenses visages des 4 grands rois du panthéon hindouiste. À chaque porte correspond une chaussée qui franchit les douves. Celle qui mène à la porte sud est gardée de chaque côté par 2 rangées de 54 statues géantes, les yaksas. À droite, ce sont les devas, qui sont les dieux bienfaisants. Et à gauche, ce sont les asuras, qui sont les démons. À l'intérieur de cette enceinte se trouvent les ruines de palais, de temples, de terrasses et autres bassins d'ablution, aujourd'hui envahis par la forêt. Hormis les 4 portes situées aux 4 points cardinaux, il en existe une 5e, la porte de la Victoire qui mène à la place royale. La place est surmontée de 2 terrasses richement décorées qui sont l'accès à la Cité du Roi. Sur la gauche, au nord, se trouve la terrasse du roi lépreux. Et la principale, la terrasse des éléphants. C'est de cette terrasse que le roi pouvait saluer et honorer les armées de retour de campagne. La terrasse des éléphants s'étend sur plus de 300 mètres de longueur et sa hauteur selon les tronçons se situe entre 3 et 5 mètres. Ce sont ces éléphants en haut relief très découpés décorant les escaliers qui lui ont donné son nom actuel. De nombreux éléphants harnachés et montés, formant des scènes de chasse en bas-relief, en décorent une grande longueur. C'est sur une grande estrade valorisée par des lions que se tenait le roi. Ici aussi une balustrade en forme de Naga, le serpent géant, est soutenue par 54 dieux et 54 démons, symbolisant le barattage de la mer de lait. Sur la gauche, la terrasse du roi lépreux, symbole de la mort, était autrefois dédiée aux crémations. C'est sur cette terrasse que le dieu Yama décidait de qui allait en enfer ou au paradis. En forme de U, elle est longée par un mur recouvert des plus beaux bas-reliefs de l'arc mer, représentant le panthéon hindouiste. L'hindouisme descend du védisme, qui était la religion des envahisseurs aryens venus du nord au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il trouve sa source dans les 4 Védas, qui sont des livres sacrés dont le nom signifie « savoir ». Puis ces textes ont été complétés par 2 grandes épopées en vers, le Ramayana et le Mahabharata, qui racontent les exploits des divinités.
Le panthéon hindou est très vaste. On l'appelle l'hindouisme, la religion aux 33 millions de dieux. Mais tous ces dieux sont réunis dans les trois principaux, Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont les trois aspects de la puissance divine, la création, la préservation et la destruction. Et leurs qualités sont complétées par celles de la multitude des dieux du panthéon hindou. Plus loin, toujours dans l'enceinte du palais royal, le Bafouon, appelé la Montagne d'Or, a été construit vers 1060 à la gloire de Shiva. Il se dressait au sommet d'une colline artificielle mais avait pratiquement disparu sous la végétation avant d'être dégagé et consolidé en plusieurs étapes durant le XXe siècle par l'école française d'Extrême-Orient. Cet immense temple montagne est une pyramide à 5 étages de 150 mètres de côté, composé de 300 000 blocs de grès de 500 kg chacun, tous sculptés et uniques. Très abîmé, il possède dans les étages des galeries où l'on surplombe la jungle. Au XVe siècle, le temple a subi un profond remaniement dans sa structure afin de construire un gigantesque Bouddha couché au deuxième étage de la face arrière. Recife est la 9e agglomération du Brésil et a été fondée en 1537. Dans le quartier Saint-Antoine, l'église Notre-Dame de la Délivrance a été remaniée au XIXe siècle. L'église a des lignes classiques coloniales et sa tour mesure 25 mètres. L'intérieur bien restauré avec des dorures possède une belle iconographie dédiée à la Sainte Patronne. La basilique du Carmel, elle, a été construite en 1665. Suivant le style rococo, sa façade est ornée de statues et de sculptures représentant cet ordre religieux. À l'intérieur, la décoration dorée du chœur est inestimable avec son extravagant retable. Il est surmonté par une immense fresque de Notre-Dame du Carmel. Parmi les points forts de la basilique, les 12 autels latéraux richement décorés, en particulier celui de Notre-Dame de Candelaria ou celui de Sainte-Thérèse. La décoration en marbre est typique du XVIIIe siècle. À l'étage trônent les balcons qui étaient réservés aux notables et aux précieux donateurs. La place de la République est une belle place ombragée de la ville de Recife. Elle est bordée entre autres du palais du gouvernement et de celui de la justice. Construit dans les années 1920 par l'architecte italien formé à Paris, Giacomo Palombo, le bâtiment du palais de justice possède sur sa façade deux groupes allégoriques représentant la justice et la loi. Le bâtiment est surmonté d'un dôme monumental. Le palais du gouvernement, avec ses colonnes de type grec, est lui un exemple de l'architecture néoclassique répandue au XIXe siècle au Brésil. Le théâtre de Sainte-Isabelle,
doit son nom à la reine du Portugal. Il est lui aussi de la même époque et du même style. En face est planté un baobab centenaire qui a peut-être inspiré Saint-Exupéry lors de son passage à Récif avant d'écrire son Petit Prince. Juste derrière la place se trouve un complexe religieux comprenant plusieurs églises et un monastère, dont l'église Saint-Antoine de Récif. L'intérieur, à nef unique, est de style rococo. Le retable arbore un grand crucifix entouré de colonnes corinthiennes et sur la droite trône Saint-Antoine. Mais ce joyau du baroque rococo n'est rien à côté d'une curiosité située sur la gauche. L'éblouissante chapelle dorée créée en 1697 évoque clairement l'âge d'or des ordres religieux au Brésil. Son décor intérieur révèle une étourdissante surenchère de sculptures dorées, d'arabesques et de torsades finement ouvragées. Le monastère franciscain attenant est lui l'un des bâtiments les plus anciens qui existent encore dans la ville et date de 1606. En plus de son importance historique, il a un grand intérêt artistique avec ses azuleros. Les grands panneaux de faïence bleue présentent différentes scènes illustrant des épisodes de la Bible, comme le déluge par exemple. En ville, le marché Saint-José est le principal marché de Récif. Il occupe des halles en fer, pionnières du genre au Brésil, importées d'Europe en 1875. Ces 3500 mètres carrés de surface sont dédiés au commerce de bouche, mais proposent aussi un large choix d'artisanat à prix défiant toute concurrence. Récif recèle d'autres péripéties de l'histoire dont il reste des traces avec la synagogue, située dans le quartier historique de la ville. Construite en 1636, elle a été la première établie aux Amériques au cours de la domination néerlandaise du nord-est brésilien. Après le déclin de cette domination, les Portugais donnèrent 3 mois aux Juifs pour quitter la ville. Ils sont alors partis s'installer en Amérique du Nord dans le quartier de la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra plus tard New York. De la synagogue primitive, aujourd'hui transformée en centre culturel juif, il reste un mur dans les fentes duquel les croyants laissent des prières, à l'instar du mur des Lamentations à Jérusalem. Dans le quartier historique qui se trouve près du port, se trouve la place du Point Zéro qui est le point de départ de la création de la ville. Des changements importants ont été apportés dans le quartier et sur la place, et les bâtiments d'influence française ont été magnifiquement restaurés. Fondée en 1537 par les Portugais, prise par les Hollandais 100 ans plus tard, puis réannexée au Portugal, Récif a de tout temps été un grand port pour l'export du bois et du sucre vers l'Europe. Une véritable plaque tournante entre l'ancien et le nouveau monde. La nouvelle cathédrale de Salamanque, elle, est un peu plus ancienne. Les travaux ont débuté en 1513 et ont duré 250 ans. Ce qui explique les deux styles présents ici, le gothique tardif et le baroque.
La façade principale, extrêmement abondante dans les détails, est décorée avec de nombreux éléments de la Renaissance d'influence médiévale. Le grand arc de la porte principale est splendidement sculpté et montre une finition irréprochable. Cette richesse définit bien le plateresque espagnol qui a assimilé la Renaissance italienne en l'adaptant à un art vraiment espagnol. Des reliefs montrent des scènes de la Nativité et de l'Épiphanie, et la Vierge trône entre les deux portes. De plan rectangulaire d'environ 100 mètres de long sur 50 mètres de large, la cathédrale se compose de 3 nefs avec des chapelles entre les contreforts. De façon très classique, le chœur est séparé du reste de l'espace. L'autel principal, réalisé durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, abrite un grand tabernacle encadré par des urnes d'argent qui contiennent les restes de 2 saints, dont ceux du patron de la ville. Face à l'autel, au milieu de la nef, le chœur est occupé par 2 séries de stalles en bois dont les panneaux des sièges supérieurs sont décorés avec des représentations en pied du Christ ressuscité, des apôtres, des saints et de la Vierge. Ce travail de plusieurs artistes a duré plus de 10 ans. La cathédrale possède 2 orgues jumeaux, l'un baroque et l'autre plus ancien. Dans le dos des stalles, face au public donc, un retable clôt le chœur en structurant sa partie arrière. Comme le chœur, il a été bâti selon le plan des frères Chirruguera, qui ont été des architectes et des sculpteurs très liés au baroque espagnol. La coupole, située à 60 mètres du sol, a été reconstruite en 1765 dans le style néoclassique suite à l'écroulement de l'original lors du tremblement de terre de Lisbonne au Portugal voisin. Les 2 plafonds des transepts développent également des couvertures monumentales qui, s'ils sont d'une inspiration gothique tardive, n'en possèdent pas moins une décoration baroque. L'intérieur de l'édifice est baigné par la lumière naturelle grâce à 90 baies originaires de Flandre et montrant chacune un épisode biblique. Les allées latérales sont bordées de 18 chapelles qui enrichissent la cathédrale en offrant des réalisations de styles différents. En effet, plusieurs maîtres espagnols ou flamands ont œuvré ici, accompagnés de maçons, de sculpteurs, de peintres, de forgerons ou d'orfèvres. La chapelle de Notre-Dame de la Vérité a été fondée par l'évêque de Salamanque pour sa famille. Le retable gothique est surmonté par un crucifix peint en 1630, l'année de sa mort. Sur le côté, sa tombe et celle de ses proches. Une autre chapelle abrite un magnifique retable dédié à saint Antoine. Celle de Notre-Dame de la Solitude possède un retable d'Alberto Churriguera sur lequel est exposée la Vierge qui génère une dévotion profonde à Salamanque. Elle sort régulièrement à l'extérieur pour des processions. La chapelle du Christ des Batailles recèle une très belle statue gothique de la Vierge du Carmen. Ici aussi, le retable qui abrite le crucifix est l'œuvre d'Alberto de Churriguera. Son travail y est d'une rare exubérance.
Dans le transept nord, une autre chapelle abrite une statue du Christ à l'agonie, sculptée au XVIe siècle. Cette statue jouit également d'une grande affection du peuple de Salamanque. La chapelle dorée est la plus ancienne de la cathédrale. Elle a été créée en même temps que l'édifice principal. Son autel principal est présidé par un magnifique calvaire d'une belle polychromie recouverte d'or. Les murs de la chapelle offrent une riche décoration de statues d'apôtres et de saints, au milieu desquelles une représentation de la mort frappante de réalisme féroce. Il y a également de belles tombes de style très primitif, dont celle du fondateur de la cathédrale, surmontée par la Madonna du peuple. Les images d'Adam et Ève sont accompagnées par des patriarches. La construction de cette cathédrale populairement appelée la Nouvelle avait été financée par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle, lesquels avaient définitivement libéré l'Espagne de l'invasion maure. Bagan, jadis appelé Pagan, est un vaste site archéologique bouddhique de près de 50 km². Le site se trouve dans une zone sismique et a subi de nombreux tremblements de terre qui ont provoqué de graves dégâts. Un inventaire recense 2834 constructions, dont de nombreuses sont en ruine. Sur le site, il y a deux grands types de monuments. De plan circulaire, le stupa est une construction pleine qui est à la fois une représentation symbolique du Bouddha et un monument commémorant sa mort avec une relique enfouie dans son cœur. Et le temple, dont les dimensions peuvent varier et dont le plan connaît plusieurs formes. Les temples sont surmontés de tours finement travaillées, ce qui leur permet d'être visibles de loin. Le plus célèbre des temples en croix est certainement l'Ananda. Édifié par le roi Kyanzita en 1091, il était originellement dédié à la sagesse infinie du Bouddha. La construction de ce temple matérialise l'adoption du bouddhisme par le roi qui l'a alors promu dans toute la Birmanie. Très endommagé par le tremblement de terre du 8 juillet 1975, il est en cours de restauration. Le toit est formé de 6 terrasses successives dominées par une tour sanctuaire très effilée de type indien, couverte d'or et qui culmine à 55 mètres. Tous les éléments de la toiture sont très ouvragés. Selon la légende, le roi aurait été inspiré par la description qu'un moine architecte venu d'Inde lui aurait faite des temples de son pays, ce qui expliquerait les caractères architecturaux indiens de l'Ananda. Après que le moine eut achevé la construction du temple, le roi, afin d'en conserver le caractère unique, l'aurait fait tuer pour s'assurer qu'il ne pourrait construire une autre structure similaire. Une variante de la légende dit qu'il a été enterré vivant pour servir d'esprit gardien. Le temple est donc de plan carré avec 4 portails en avancée. Puis 4 corridors mènent au noyau central creusé de 4 niches abritant 4 Bouddhas debout face aux 4 points cardinaux. Face à l'ouest, le Bouddha Gautama, les mains tendues dans le geste de l'intrépidité. Face au sud, le Bouddha Kassapa. En fait, il y a des milliers de Bouddhas, car l'immortalité est impossible dans le bouddhisme, qui croit plutôt dans le renouvellement et la réincarnation.
Il existe donc 1000 Bouddhas des temps anciens, 1000 pour le temps présent et 1000 pour le futur, et chacun vivant 5000 ans. Les 4 Bouddhas exposés ici sont donc ceux du temps présent, Gautama étant le 4e. Des gardiens veillent sur chaque couloir. Konagamana, lui, est le Bouddha guérisseur. Il fait face à l'Est. Et face au nord, Kakusanda est le premier des 4 Bouddhas du présent. Il a les mains jointes dans la position du sermon. Les 4 couloirs voûtés sont chargés des milliers de Bouddhas existants, et les 1500 statues ou bas-reliefs représentent les 80 épisodes de la vie de l'éveillé. Plus rare, le palais contient également des fresques. Délavées par le temps, elles racontent elles aussi sa vie, de sa naissance à sa mort. À travers toutes ces représentations iconographiques uniques, le temple permet d'établir et de transmettre la doctrine au peuple dans un visuel saisissant. Le temple Ananda a eu une véritable vocation pédagogique voulue par le souverain converti et qui trouvait là le moyen d'unir la Birmanie sous une même religion et sous un même drapeau. Parmi les quelques 2800 temples qui se dressent encore à Bagan, le temple de la reine Amma a été construit au XIe siècle. Sur sa base carrée, la superstructure se compose de 3 terrasses reliées par des escaliers et de 4 terrasses abruptes au-dessus desquelles se dresse une flèche curviligne. Sa sœur cadette, Nihima, fit construire le stupa attenant. C'est une pagode d'un type inhabituel. Les 3 terrasses carrées et le dôme en forme de cloche ne diffèrent pas beaucoup de ceux des autres pagodes. Mais au-dessus monte un fleuron architectural très particulier par ses anneaux concentriques. Le temple de la reine Amma est lui un temple typique avec des entrées sur les 4 côtés, l'entrée est étant la principale. À l'intérieur trône un Bouddha dans un évidement arqué assis sur un socle de pierre. À 20 km de Delphes, le monastère d'Osios Loukas, le monastère de Saint-Luc, compte parmi les plus beaux monastères byzantins du pays. Il fut construit en 1011 sur les fondations d'une église bâtie en 944 et consacrée à son fondateur, Luc, un ermite du Xe siècle. C'est aujourd'hui l'un des plus importants édifices médiévaux de Grèce, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'origine, en 946, Luc s'était construit une loge et un jardinet sur l'emplacement d'un temple grec à l'abandon pour y vivre en ermite. Il avait le don de guérison et de prophétie. C'est pourquoi, après sa mort, sa tombe fit l'objet de nombreux pèlerinages. Une première église dédiée à la Vierge était déjà construite, et la deuxième destinée aux pèlerins a commencé dans la seconde moitié du Xe siècle. La galerie que l'on devine à l'étage est le gynécée, où les femmes prenaient place et qui forme une tribune courante sur 3 côtés de l'édifice.
Le grand dôme mesure 9 mètres de diamètre. 500 ans plus tard, après la conquête turque, les moines latins furent remplacés par des moines orthodoxes. Le monastère fut souvent pillé et subit de nombreux tremblements de terre, mais aujourd'hui encore, il est occupé par quelques moines orthodoxes. Les moines suivaient une règle austère et consacraient beaucoup de leur temps à la méditation et à la prière, mais ils devaient aussi effectuer tous les travaux manuels nécessaires à leur subsistance. Le monastère possédait de vastes espaces agricoles et la culture des oliviers y tenait une place essentielle. Dans l'enceinte du monastère, on peut donc voir toutes sortes de bâtiments annexes destinés aux travaux spécialisés comme la boulangerie, la couture, la tonnellerie ou la fabrication d'huile d'olive. La plus grande des deux églises dédiées à Saint-Luc se trouve à droite dans la cour. Sa façade montre bien la récupération des pierres où se mélangent marbre grec et briques romaines. Une belle fresque orne son portique d'entrée. Et l'on peut voir une décoration arabisante. L'entrée des visiteurs se fait aujourd'hui par le réfectoire transformé en petit musée. Puis l'église est précédée d'un vestibule rectangulaire, le narthex, réservé à l'époque aux personnes non encore baptisées. Au plafond veillent les archanges Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. L'intérieur de l'église conserve l'essentiel de sa décoration du XIe siècle. Elle est répartie en deux zones. La zone inférieure parée de plaques de marbre précieux et la zone supérieure dont la décoration se compose de mosaïques exécutées par des artistes venus de la capitale de l'Empire byzantin. La coupole est décorée de la figure du Christ, maître de l'univers. Sur la voûte de l'abside centrale, une mosaïque à fond d'or représente la Mère de Dieu assise sur un trône et présentant l'enfant sauveur du monde. Plus bas se trouvent les apôtres, qui représentent la parole de Jésus et, au-delà, celle de Dieu. Un des angles est orné de l'épisode du baptême du Christ dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste. La deuxième église, la plus ancienne, était dédiée à la Vierge. Elle fut commencée en 946 et achevée en 955, seulement 2 ans après la mort du saint. Ici, la décoration a disparu au cours du temps. Mais on peut cependant admirer les belles icônes religieuses. Sous l'église, la crypte est constituée d'une nef principale au fond de laquelle se trouve le tombeau du saint. C'est ici que l'on vient le vénérer, même si aujourd'hui la tombe est vide, car ses reliques ont été transférées au Vatican, à Rome, en Italie. Les parois et le plafond de la crypte sont couverts de fresques et de superbes mosaïques. De plan carré, la crypte possède plusieurs chapelles, dont une décorée d'une belle fresque du XIe siècle représentant la descente de la croix. Ce monastère est un véritable trésor de l'art religieux. On peut y admirer un des cycles les mieux conservés et les plus complets de l'iconographie byzantine en Grèce. Ce lieu est surtout remarquable par ses mosaïques tout à fond d'or et le raffinement de sa décoration de marbre, de jaspe et de porphyre.